Bien, mesdames et messieurs, chers amis, heureux de nous retrouver ce soir autour d'Alain Gérard Slama, qui a donc accepté d'être notre troisième invité. Journaliste, chroniqueur régulier au Figaro et à France Culture, professeur à Sciences Po. Il a longtemps enseigné l'histoire des idées politiques, où je crois savoir qu'il a eu parmi ses étudiants un certain Éric Besson. Alain Gérard Slama est un de ceux qui ont vivement contesté la création du ministère où nous sommes, et qui était tout à fait... Là, vous étiez plutôt agréable. Et il était tout à fait hostile, d'ailleurs, je crois qu'il vous l'a dit, Monsieur le Ministre, à l'idée de lancer un débat sur l'identité nationale. On ne va pas entrer dans un inventaire des critères de la morale républicaine. Cela a été fait magistralement avec Luc Ferry, d'une part, et d'autre part, je suis de ceux aussi qui pensent qu'il n'y aurait rien de pire que l'édiction d'une morale d'État. Et en sorte que les valeurs, si je devais les décrire, les valeurs qui unissent l'ensemble de notre société, je dirais que ce sont des valeurs qui s'inscrivent en creux contre le phénomène et les menaces et les dangers de l'emprise totalitaire. Raymond Aron disait que l'antitotalitarisme n'était pas une pensée qui se bornait à être anti. C'est une pensée qui est une pensée positive. C'est une pensée simplement qui, au lieu d'aller droit vers la vérité, essaie de la découvrir par le détour des transgressions qui ont conduit l'homme à perdre telle ou telle de ses valeurs. Si je prends en creux du même coup l'ensemble de cette structure de principes plutôt que de valeurs, j'aurai un certain nombre d'orientations qui me paraissent absolument fondamentales. La première qui est posée par les Lumières, c'est l'autonomie de l'individu. L'autonomie de l'individu en tant qu'il est responsable, avec pour incidence précisément que cela peut impliquer des limites à l'exercice de sa liberté quand il empiète sur celle d'autrui. Donc l'autonomie de la personne humaine, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à affirmer face à l'autre qui a toujours tendance à vouloir la réduire, en m'expliquant, me réduisant à autre chose que ce que je veux devenir en m'affirmant. Je prends un exemple très simple et qui justement explique ma sensibilité au problème de l'identité. C'est la réduction d'un individu à sa qualité de juif, à sa qualité de musulman, à sa qualité de, même d'ailleurs à la limite, de français. Car je refuse d'être limité dans la multiplicité de mes possibles, précisément par cette assignation à résidence que représente le regard de l'autre. L'autre notion à laquelle je voudrais m'attarder une seconde, qui va vous paraître également peut-être farfelue, c'est ce que j'appelle la séparation des ordres. Il y a l'ordre du public et l'ordre du privé. Ce sont deux domaines distincts et indispensables. Car si vous prenez une démocratie parlementaire, dans laquelle, au fond, c'est le Parlement, ou le pouvoir d'une manière générale, mais en tant qu'il est représentatif, qui dicte la loi. Si cette loi peut se saisir de tous les domaines, si elle peut intervenir librement dans tous les champs, c'est-à-dire extrapoler de ce qui est de l'ordre du public, c'est-à-dire de ce qui concerne l'intérêt général et le destin de la collectivité, vers ce qui regarde la vie privée et, je dirais, tout ce qui est d'ordre personnel. À ce moment-là, on entre précisément, de nouveau, nous tenons une seconde clé de la dérive totalitaire. Il y a d'autres types de séparation, dont une qui me paraît extrêmement importante, qui est la distinction entre la prévention et la sanction. Tout système totalitaire prévient les comportements des individus de manière à éviter qu'il y ait quelque conflit que ce soit entre eux. Tout système totalitaire anticipe sur le choix des conduites opérées par les individus et les opère à sa place afin d'éviter que ceux-ci se trouvent en situation de conflictualité. L'inquiétude qu'inspire toute situation de conflit, le législateur va avoir évidemment naturellement cédé à la pente qui consiste à légiférer
pour éviter les situations de conflit. Enfin, il y a un troisième aspect qui me paraît assez fondamental, c'est ce que j'appellerais le pluralisme de l'être. Nous sommes multiples, nous sommes divers. Je ne me réduis pas à une unité. Il y a le fait que les logiques à l'œuvre dans la vie privée d'une personne ou dans sa vie publique ne sont pas les mêmes. Et que nous voyons de plus en plus qu'on impute aux hommes publics la responsabilité de leur vie privée dans le jugement qu'on porte sur leur activité publique. L'idée que je voudrais faire passer à travers ça, c'est qu'il y a un très grand risque, précisément, de réduire l'individu à une unité que les religions exigent, il faut bien le reconnaître, de celui-ci. L'école, c'est un lieu, précisément, dans lequel le prof n'a à voir qu'à un aspect de l'élève. Alors la thèse que j'ai soutenue dans ce rapport sur l'éducation civique à l'école, c'est deux choses. D'une part, le maître doit transmettre des savoirs. Dans ces savoirs, le principal, c'est évidemment lire, écrire et compter, mais lire, écrire. La montée de l'analphabétisme dans notre société est d'autant plus préoccupante que les élites, en particulier en France, sont de mieux en mieux formées. Une des choses qui nous est reprochée le plus en France, c'est d'enseigner justement les principes et les valeurs sans les actualiser dans une pratique. L'éducation civique doit commencer dès la maternelle. C'est déjà le cas dans les programmes, de plus en plus. Jusqu'à présent, on considérait l'école comme un sanctuaire. Ça devient de moins en moins possible. J'aime cette idée que limiter quelqu'un à une seule de ses identités, c'est la base du racisme. Mais l'unité de la personne, c'est aussi une forme d'authenticité. Mais cette idée d'authenticité d'une personne, c'est-à-dire de cohérence globale de la vie, elle est intéressante et c'est cette idée-là qui ne peut pas marcher avec l'idée de séparer les ordres, privé, public. La Troisième République disait aux Juifs, il faut être juif chez soi et français à l'extérieur. Ça faisait des gens 50%, 100% de leur temps schizophrènes. Et moi je pense qu'il faut être tout ce que nous sommes, c'est-à-dire français, juifs, footballeurs, amateurs de football dans quelques heures, bref, à plein temps chez soi, à plein temps, c'est-à-dire à l'extérieur, parce que nous sommes un individu et qu'on ne peut pas scinder l'individu dans des zones et dans des moments. Voilà. Si vous voulez, ce qui est de l'ordre de la religion, ce qui est de l'ordre de la foi, ça fait vraiment partie de l'intime, bien entendu. Ça ne signifie pas pour autant que ça doit régir notre comportement dans l'espace public. Et l'espace public, il est régi par une loi qui est la loi du pays dans lequel je me trouve. Donc la règle républicaine était parfaitement légitime. J'ai beaucoup aimé quand vous avez commencé à dire « je ne me réduis pas » à être, vous avez dit, juif, black, jaune, etc. etc. Jusque-là, c'était du miel qui coulait sur moi. Puis je me suis figé quand vous avez dit même français. Je pense que être français, en tout cas dans la définition que j'en ai, c'est adhérer à un système de valeurs et c'est justement être le produit d'une nation qui s'est voulue construite sur le dépassement de toute origine, qu'elle soit ethnique, religieuse, etc. Et lorsque vous dites ce nominalisme est une forme d'enfermement, moi je ne m'y retrouve pas. Je veux dire par là que justement, c'est, selon moi, la clé de toutes les possibilités et de toutes les ouvertures, puisque précisément, être français ne se réduit ni à une ethnie, ni à une religion, ni à une couleur de peau, etc., etc. Merci à Alain Gérard Slama qui a su justement ne pas se laisser enfermer dans l'intitulé initial de sa conférence. Voilà.